On va prendre des questions parce que c'est la promesse. Benoît en a déjà récupéré un certain nombre. Alors, je vais te passer un micro parce que je ne sais pas si tu en as un sur la main. Est-ce que déjà tu peux nous dire un petit peu quelle est la tendance, on va dire, des questions que tu as reçues, et après je fais un tour de questions, promis. Bonsoir. C'est difficile de faire la tendance parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont très diverses et beaucoup de témoignages aussi, donc je vais essayer de faire le porte-parole de ces questions-là, mais effectivement, on va essayer de répondre à tout, et c'est compliqué. Mais il y a déjà un groupe de questions qui aborde une école dont on a entendu parler déjà maintenant, c'est l'école du cours Julien, où on nous demande quelle est la vraie nature des problèmes de l'école du cours Julien, c'est la première chose. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir les documents précisant les travaux à faire sur l'école du cours Julien, quoi faire exactement, et comment se répartissent les 420 000 euros votés dans un premier temps, puis les 480 000 euros votés dans un second temps. Voilà pour l'école du cours Julien. Non, on a une autre question qui est la même, en fait, à quoi servent les 420 000, etc. Alors, on descend un tout petit peu plus bas, toujours dans votre secteur, je crois, monsieur Morène. Cette fois-ci, c'est l'école Chabanon qui est concernée, où on a deux questions. La première question concerne l'agrandissement de l'école Chabanon. Elle devait se faire avec des locaux qui ont été... il y a eu un vote, je crois, avec des locaux qui devaient être mis à disposition de cette école. Voilà. Où en est-on? C'est une autorisation de programme. Derrière, je ne sais pas si les travaux ont été réalisés, c'est la question. Et derrière, une question un petit peu liée, puisqu'elle concerne aussi Chabanon, mais qui concerne cette fois-ci le dédoublement des classes. C'est une école qui est classée REP, je ne sais plus si c'est REP+, mais en tout cas REP sûr, REP, et donc où on a dédoublé à la fois les CP, les CE1, et où donc on a une vraie question de place désormais avec une école qui est saturée, bon, qui recoupe cette première question. Voilà déjà une première salle. Il y a encore beaucoup de témoignages et beaucoup de questions, notamment sur la cantine et sur d'autres sujets. Donc je vous laisse répondre là-dessus, peut-être je reviens ensuite faire le porte-parole. On fera un tour juste après. Voilà, Benoît recense les prises de parole. Alors, Christine Luce, j'ai promis de vous donner la parole. Je vais vous la donner tout de suite. Alors, mais je laisserai Yves Morène. Non, mais bien sûr. Non, juste un point. On en a parlé tout à l'heure. On a pas. Les électeurs décideront. Voilà. En mars prochain. Alors, bon, sans micro, encore une fois, je pense qu'on ne vous entend pas là-bas, et ça ne mène pas à finir mes phrases. Mais une question. On voit sur cette question du cours Julien, on en a parlé tout à l'heure. Pour vous, c'est l'incarnation de ce qu'on disait tout à l'heure sur la difficile prise en compte des problèmes qu'Attira Racombouzon disait. L'académie a reçu aussi tard les nouveaux éléments sur le sort de cette école. Pour vous, c'est un symptôme d'une communication défaillante? Communication défaillante, absence effectivement d'information. Alors, je n'ai pas, forcément n'étant pas maire du 6-8 ni conseiller municipal, les éléments d'information. J'ai épluché attentivement le dernier conseil municipal et délibération. Moi, j'ai été frappée parce qu'il manquait les annexes. Donc, j'ai vu les travaux en urgence pour des choses qui semblent hallucinantes. Et malheureusement, il y a énormément d'argent qui ont été mis sur le tapis. Et tant mieux. Mais ce n'était quasiment que des travaux d'urgence. Et donc, c'était études, travaux. Alors, on parlait de qu'est-ce qu'on peut faire pour des budgets. Est-ce qu'on ne peut pas faire passer un petit budget d'une colonne à l'autre? Moi, je suis toujours surprise par le montant des études. C'est quand même une habitude dans cette ville. Et on ne peut pas savoir quelle était la partie études et la partie travaux. Voilà. Après, malheureusement, sur le cours Julien, n'étant pas aux commandes, vous comprendrez que je n'ai pas. Mais je voudrais quand même juste une chose. Les écologistes n'aiment pas trop obéir aux... Donc, je voudrais rebondir. Tu as raison, on peut tout à fait se passer de partis politiques. D'ailleurs, c'est ce que nous pensons, nous, écologistes, pour des municipales. On a besoin de citoyens qui s'intègrent autour d'un projet. Voilà. Et moi, je suis maman, je suis parent d'élèves. Je me suis impliquée et je peux dire que c'est pas toujours facile d'être impliquée dans une école. Ouais. Je constate. Je vais au conseil d'arrondissement parce que je veux entendre les réponses. Pour les écoles de la verrerie, pour les écoles de la Pointe-Rouge. Vous pourrez recruter peut-être après le débat. Le casting, c'est à la buvette. Après le débat, ce sera à la buvette. Vous aurez le temps. Voilà. Merci. Yves Morène, rapidement sur cette école du cours Julien. Alors, pourquoi deux questions. Pourquoi on a eu l'information si tard de ce déménagement pour la rentrée? Deuxièmement, 420 000 euros, pourquoi faire? Quels sont les vrais problèmes? Mais je vais vous demander de le faire assez court. Plus 400 000. On a eu l'information tard parce que les travaux prévus, organisés sur la toiture de l'école du cours Julien ont eu lieu en été, parce qu'on fait les travaux en été, que quand l'entreprise
a enlevé un certain nombre de tuiles, elle a découvert un problème sur la charpente, qu'elle a pensé pouvoir le régler, qu'ensuite elle a dit on ne peut pas le régler sans neutraliser l'occupation de plusieurs classes. C'est à ce moment-là, en concertation avec le rectorat, qu'il a été pris la décision de fermer l'école pour l'année scolaire 2019-2020 et d'organiser l'école sur les classes de la nouvelle école du Rouet, où on a créé 15 classes et le rectorat n'en ayant ouvert que 5. Il y avait de la place, c'est une école basse consommation qui bénéficie des dernières technologies. Les services municipaux ont été dans cette affaire impeccables, d'une très grande réactivité, et moi je les remercie pour le travail qu'ils ont fait. J'ai qu'un regret, parce qu'il faut l'assumer, je trouve que la lettre, je le dis, qui a été adressée aux parents, manquait un peu d'humanité. Voilà. Ça, c'est pour le cours Julien. Pour Chabanon. Oui. Non, Pour Chabanon. le budget, vous n'avez pas répondu. 420 000. Les 420 Non, mais 000 euros. il y a déjà 400 000 tout ce qui euros, concerne donc, la toiture était dans la précédente autorisation de programme, puisque les travaux étaient en cours. Les 420 000 euros qui viennent en plus, il y a des travaux sur les façades et il y a des travaux sur le self en particulier de mémoire, mais on pourra vérifier le rapport du conseil municipal. Mais au moins sur ces deux sujets-là, c'est certain. Sur Chabanon, je réponds aussi sur Chabanon. Très court. Je mène des négociations depuis plusieurs années avec l'association protestante Guillaume Farel, qui est propriétaire d'un énorme ténement immobilier en face du groupe scolaire Chabanon. On a pu, pour les faire renoncer à un projet immobilier, on a pu les convaincre de vendre à la municipalité. Les domaines ont évalué le prix du bâtiment et on rachète le ténement immobilier pour faire l'extension du groupe scolaire Chabanon. Cathy Racambouzon, on a entendu, alors une date, on vous demande une date très rapidement. Mais les dates, il faut. Non, mais il y a urgence. Vous savez, un propriétaire Alors, privé, une date. il faut d'abord le convaincre. Ensuite, il faut une évaluation des domaines. C'est la loi, que vous le vouliez ou pas. Ensuite, il faut passer les actes. Ensuite, il va falloir lancer les études. Ensuite, il va falloir démolir. Et ensuite, il va falloir construire. En quelle année alors? Mais En ça, quelle personne année ne peut faire mieux que ça. Hein. En quelle année? Alors, Cathy Je Racambouzon. pense qu'il faut 3 ans. Ok, 3 ans, merci. Cathy Racambouzon, on a eu la question justement toujours sur l'école Chabanon, du dédoublement des classes et de la possibilité ou non de les dédoubler concrètement. L'État a annoncé à nouveau, a déjà fait ça de manière assez rapide après l'élection d'Emmanuel Macron, annonce désormais le dédoublement des grandes sections. Comment on fait pour suivre clairement? Est-ce qu'on continue à avoir un certain nombre de classes? Le rectorat dit 20% à peu près à Marseille, qui ont des paravents, des cloisons mobiles pour dédoubler, ou du co-enseignement, c'est-à-dire 2 enseignants dans la même classe et dans le même espace. Voire des cours dans des couloirs, dans certaines. Alors, est-ce que c'est pas déconnecté du terrain finalement, cette façon de dédoubler les classes de manière hyper rapide? Alors, déjà, premièrement, c'est une mesure qui est absolument, qui est extrêmement importante pour l'apprentissage des fondamentaux des enfants. Ça s'avère extrêmement efficace, ça satisfait les enseignants, tous ceux qui pratiquent ce dédoublement, et je suis directement concernée puisque ma sœur est enseignante en CP dédoublé dans le 3e arrondissement, donc j'ai un témoignage quotidien de l'efficacité de ce travail-là, et c'est redoutablement efficace. Donc on peut déjà se féliciter de la mise en place de cette mesure, qui a été faite de manière effectivement rapide, puisqu'on a doublé les CP, les CE1, et que l'année prochaine, ce seront les grandes sections de maternelle qui seront concernées. Après, effectivement, se pose la question des locaux. Et là, comme pour tous les sujets, la question ne se pose pas de la même manière dans tous les endroits de France. Et Marseille a une problématique particulière avec la démographie scolaire, une augmentation justement exponentielle de cette démographie scolaire avec quasiment 1000 enfants de plus chaque année, dans certaines zones de Marseille tout particulièrement. Donc oui, il y a des problèmes de locaux, des locaux exigus. Aujourd'hui, ça s'est vraiment géré, et là pour le coup, je ne peux que reconnaître le très bon travail qui a été mené par la ville de Marseille sur ce sujet-là, en très bonne intelligence avec les services de l'éducation nationale. Ça s'est mis en place de manière relativement satisfaisante. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu 2-3 complications sur la livraison des tableaux. Ça rogne quand même souvent sur la salle d'activité physique, sur la salle de bibliothèque, c'est ça aussi l'effet. Évidemment. Mais de la même manière que toutes les écoles ne sont déjà pas logées à la même enseigne, vous prenez l'exemple du dortoir, il y a des écoles qui n'ont pas de dortoir et qui déjà déménagent toute la classe pour pouvoir coucher les petits dans les petites sections, alors que des écoles du 4e arrondissement ont des dortoirs pour chaque classe de petite section. Donc il y a déjà une inégalité totale sur les écoles en fonction des endroits. Donc c'est un problème. On est à peu près effectivement à 80% de dédoublement de classes physiques avec un enseignant de plus et 20%
de co-enseignement avec effectivement ou une cloison, etc. Le problème qui se pose, c'est le sujet initial qu'on a déjà évoqué largement, c'est le problème de l'anticipation et de cette... Difficile d'anticiper quand la réforme elle est décidée en 3 mois quand même. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est l'anticipation sur l'entretien régulier et la construction d'écoles au fil du temps. C'est pas possible qu'on se retrouve en 2019 en se disant il faut construire 51 écoles. Cette décision-là, elle aurait dû être prise, il y a de nombreuses années. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de dire en introduction, d'autres grandes villes de France se posent la question du bâti scolaire, non pas en termes de sécurité, mais en termes d'évolution du bâti scolaire. On devrait être aujourd'hui en train d'investir sur la modularité de l'espace scolaire, comment on réinvente les classes, comment on fait tomber les cloisons, que la bibliothèque se démet. Enfin, il y a plein de choses qui existent extrêmement innovantes. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se poser cette question-là, puisque nous, on a du retard à d'autres niveaux. Mais aujourd'hui, la mise en place de la mesure, effectivement, serait bien plus pertinente si on était à ce stade-là de gestion du bâti. Merci. Donc on va passer sur quelques questions salles pour changer les plaisirs. Est-ce que je peux prendre la parole juste par rapport à ce qui a... Benoît se dirige peut-être vers 30 secondes et Benoît se dirige vers la personne. Pendant que Benoît se dirige vers la personne qui peut. C'est pour répondre aux parents du cours par rapport au cours Jus et par rapport à Charbonneau. Juste, faut dire aussi qu'à fin août, on a dit aux parents, du coup, démerdez-vous, faites comme vous pouvez. Il va falloir que vous vous rendiez à la nouvelle école pour emmener vos enfants, parce qu'on ne sait pas faire, mettre un quart d'une école à une autre. Il y a un problème juridique, on ne sait pas faire. Donc, qui peut mettre en place un bus scolaire entre deux écoles? Il y a pourtant, seule la compétence de la municipalité est engagée sur les bus scolaires. Ce n'est pas la métropole, puisque la métropole gère uniquement les domiciles jusqu'à l'école, mais d'école à école, c'est bien la ville de Marseille. Mais là, pareil, les parents se retrouvent embêtés, parce qu'on n'a pas mis le service jusqu'au bout, c'est-à-dire on les met dans l'embarras, certes, mais ensuite on va jusqu'au bout. Et deuxième chose sur Charbonneau, malheureusement, on est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que ça explose, donc on alerte, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve un bâtiment, on trouve quelque chose en urgence, et là on vous dit, attendez, dans 10 ans, eh bien c'est trop tard, mais c'est trop tard. Voilà. Bon, c'est bon. On a entendu. Ils vont attendre 10 ans. On a entendu votre point. S'il vous plaît, Monsieur Morin. On a entendu. Monsieur Morin. Arrêtez. On a entendu les points de chacun. On va attendre 10 ans. S'il vous plaît. On va essayer. On va demander à Benoît de donner la parole à la salle, s'il te plaît, Benoît. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Clown. Non, s'il vous plaît, Séverine. S'il vous plaît. Oui, Monsieur Morin, c'est impossible. Madame Gilles, vous avez voulu qu'il y ait une parole citoyenne. Il y a autant de citoyens dans la salle, vous ne pouvez pas non plus être la seule à avoir ces éléments-là. Donc... Non, mais Yves Morel. Alors, s'il vous plaît, Yves Morel. Monsieur Morel, s'il vous plaît. Monsieur Morel, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur Morel. S'il vous plaît. Monsieur Morel. S'il vous plaît, à ce stade. L'idée est de faire un débat, donc de pouvoir se parler calmement. S'il vous plaît, à ce stade. À ce stade, on va essayer de se parler, de poser des questions à l'ensemble des candidats. Voilà, il y a des bras qui se lèvent. Je vous demande de vous adresser à l'ensemble des candidats et d'essayer de garder une forme de dialogue dans cette soirée. Je pense que on ne censure aucune question, on les prend, etc. J'invite aussi les gens du plateau, comme les gens qu'on a invités à poser des questions, à conserver, s'il vous plaît, une forme de courtoisie, parce qu'autrement... Alors, il y a quelqu'un qui va intervenir, on va prendre des questions. Si je vois Elven qui, dans le fond, on va essayer de faire quelque chose. Voilà. Le but n'est pas de s'énerver. Voilà. On va prendre 30 secondes, ça va bien se passer.
Alors, j'ai une question à gauche, on va repartir. Alors, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y, monsieur. Alors, j'ai un truc à dire. On vous écoute. Alors, Mathieu Roufari, il se trouve que je suis parent d'élèves à l'école du cours Julien et parallèlement membre du collectif des écoles de Marseille. Je voudrais poser une question qui ne soit pas juste une mise en accusation, mais qui soit vraiment une authentique question, à savoir, et je vais l'illustrer par un vécu qui, à mon avis, est représentatif. Comment sortir de cette culture de gestion, culture schizophrène, à savoir, en privé, des refus catégoriques, mais vraiment sans aucun ménagement. Et de l'autre côté, nous avons tenté de travailler avec les écoles, avec les parents de l'école du Courjus. Alors, je vais vous dire notre vécu. Nous avons rencontré au départ, donc, école délocalisée. Je travaille dans le 12e, mon épouse dans le 13e. Et donc, nous emmenons 2 enfants, une à Copello et une au Courjus. On a nos horaires, n'est-ce pas? Eh bien, on est averti, comme vous le disiez, Monsieur Coppola, tout à l'heure, et Madame, on est averti à la date où vous savez qu'on est tous avertis. On essaye de rencontrer Madame Casanova qui nous dit: je ne rencontre ni les parents, ni leurs délégués. Alors, on essaye, on se dit, bon, bah, écoutez, on va faire du bruit devant la mairie centrale. On est allé faire du bruit devant la mairie centrale, et puis là, on a été reçus. On est arrivé, on a dit, bon, ils sont dans la rentrée, etc. On va essayer d'être constructif, on va amener des documents, on va amener des choses, etc. On a recensé, il y a 90 foyers qui sont concernés par la délocalisation, vous le savez, hein, tous. On a recensé toutes les difficultés que cela posait, toutes les adresses et tout ce que ça engendrait comme complications de tout le monde sur un document qu'on a présenté à Madame Casanova, réunie avec les services de l'inspection académique, etc., début septembre. Et avec cela, c'est moi-même qui l'ai fait, j'ai pris toutes les adresses de tous les foyers, puisque je savais que Excusez-moi, vous pourriez... J'abrège, ça y est, c'est fini. J'abrège. Je savais que la mairie fourbissait son argument. L'école du Courjus n'est pas une école sectorisée, les élèves viennent de partout. J'ai fait une carte sur Google Maps, je peux vous la transmettre quand vous voulez, où on voit que 90% des foyers vivent à moins de 500 mètres de l'école. Et Monsieur Morel, je ne veux pas vous accabler, déjà vous êtes venu, il y a tous ceux qui ne sont pas venus de cette équipe sortante, mais vous avez déclaré à Mars Actu, la question des transports ne se pose pas puisqu'elle concerne un quart des parents. Mais vous avez vu les documents, monsieur, enfin, on vous les a donnés, on vous a donné la carte, et puis vous avez l'adresse. Je veux rien dire de mal. On a entendu la question, on va pouvoir faire réagir nos invités. Pour finir, on est à la 3e semaine, les enfants sont épuisés, on est épuisés, on n'en peut plus, on n'a fait que 3 semaines de cours. Donc, Monsieur Coppola, comment on peut réagir, comment on gère ce genre de situation? Qu'est-ce qu'aurait pu faire la mairie? On a un exemple d'un currier de gestion dans un domaine bien particulier et on peut multiplier dans tous les domaines, logement, transport, etc. Donc c'est effectivement de cela que les Marseillais, j'allais dire, ne peuvent plus et veulent changer les choses. Je comprends en tout cas la stigmatisation vis-à-vis des partis politiques, des élus. Je ne partage pas. Parce que, excusez des militantes et des militants de s'engager pour l'intérêt général, parce que c'est la majorité quand même de cet engagement. Et comme on sait très bien que les promesses n'engagent que ceux qui les croient, nous avons voulu, nous, justement pour porter un certain nombre de propositions, sur l'école, dans d'autres domaines, en tout cas sur la priorité de l'enfant au cœur des politiques publiques, c'est un engagement fort, c'est une ambition forte, mais en même temps, bien entendu, on ne va pas attendre le mois de mars pour les mettre en œuvre. Donc nous construisons un rassemblement, un mouvement
avec 11 formations politiques de gauche, progressistes, écologistes, mais aussi des acteurs sociaux, syndicaux, associatifs, économiques. Excusez-moi, je vais vous faire la même remarque à Madame Juste. Non, mais c'est parce que ce que nous construisons, ce que nous essayons de construire, doit préfigurer la façon de gérer. Parce que ce que j'ai avancé tout à l'heure comme proposition, vous pouvez me dire, mais bon, l'État, de toute façon, peut-être ils ne répondront pas. Et effectivement, quand on voit l'austérité budgétaire au niveau de l'État, mais il va falloir que les Marseillaises et les Marseillais appuient ces propositions. Ce n'est pas simplement un maire, des élus, qui va demander à Emmanuel Macron, monsieur, s'il vous plaît, Marseille est en retard dans tous les domaines. S'il n'y a pas des mobilisations citoyennes avec parmi elles et eux, certains qui se seront engagés et qui, j'espère, demain seront Monsieur élus, Coppola. et j'espère en Monsieur majorité. Coppola, excusez-moi de vous couper. Mais non, mais ça fait partie justement de la démarche politique. Ok, mais vous en parlerez avec Monsieur Stenfeld à la fin de. Mais c'est pour mettre une démarche politique qui accompagne les propositions. Sinon, mais vous avez été effectivement, comment interpellé peut-on... sur une autre problématique, sur des familles là qui sont plutôt en souffrance. Comment vous, élus d'opposition, vous pouvez aussi appuyer. Mais comment voulez-vous changer les choses, hormis la mobilisation qu'ils font en permanence, puisque de toute façon, lorsque nous avons écrit, Marie-Françoise Pallois, élue du 6-8, et moi-même, à M. Morène et Mme Casanova, alors là c'est un monument de réponse, qui est public d'ailleurs, sur la façon, j'allais dire, méprisante de nous traiter. Et quand j'interpelle au conseil municipal, justement la majorité sur ces problématiques, c'est-à-dire les problématiques de transport, les problématiques dont on n'a jamais répondu, sur lesquelles on n'a jamais répondu, de restauration, parce que j'imagine qu'il y a des enfants qui ne mangeaient pas à la cantine et qui doivent obligatoirement manger à la cantine parce qu'ils sont délocalisés, ça on ne nous répond pas, c'est circuler, il n'y a rien à voir, c'est-à-dire c'est du mépris, bien entendu vis-à-vis des citoyens, c'est du mépris aussi vis-à-vis des élus. Il y a une question très importante, c'est la façon d'ailleurs dont sont accueillis les enfants au Rouet. Un parent d'élève me disait, il y a une césure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mixité, il y a comme une ségrégation entre les enfants du Rouet et les enfants qui viennent. Merci. Donc c'est des problématiques qu'on est capable de résoudre, mais de toute façon, on est face à un mur. Donc heureusement, j'allais dire, l'aubaine à Marseille, c'est que dans 6 mois, les Marseillais vont pouvoir choisir. Bon, Yves Morène n'est pas un mur parce qu'il répond. C'est déjà ça. Oui, puis entendre un communiste parler de mur, ça me fait doucement rigoler et donner des leçons de démocratie aussi. Allez, s'il vous plaît. Oui, mais si ça ne se fait pas, c'est pareil. Monsieur Morène, c'est pareil. Monsieur Morène, est-ce que rapidement, vous pouvez nous dire si on aurait pu faire mieux pour accompagner ses parents? Oui, je veux répondre au monsieur de l'école du cours Julien, parce que il n'y a pas de bus. On a suivi ce dossier de près. On a résolu quand même beaucoup de difficultés dans des conditions qui n'étaient pas simples. Il restait le problème des transports. Alors, il restait essentiellement le problème des transports. Je ne connaissais pas, monsieur, le chiffre que vous donniez de 90% des enfants habitant, enfin des familles habitant dans un rayon de 500 mètres. Non, mais vous savez, je vous dis les choses clairement et après, je dis où on en est. Voilà, comme ça. Oui, mais quand toi, pour donner des leçons de transparence, Monsieur Coppola, encore une fois, les communistes, c'est bon. Donc, allez. Je ne connaissais pas ce chiffre. monsieur. Les chiffres qui m'avaient été donnés par les services municipaux étaient qu'un quart seulement des enfants, 24% très précisément, des 90 ou 91, habitaient le 6e arrondissement. Et donc, je me disais que aller pour les 75 autres pourcents à l'école du cours Julien ou à Charles-Allais, ça ne changeait pas grand-chose. Des discussions, non, mais je sais, vous avez raison, après, de nouvelles discussions. Il y a eu une réunion début septembre où tout un tas de problèmes ont été réglés, sauf celui-là. Les décisions qui ont été prises, me semble-t-il, ces jours derniers, je vais essayer de les citer de tête sans me tromper, c'est que les enfants auront une carte de transport en commun qui leur sera octroyée gratuitement, et les parents bénéficieront, en les accompagnant plus largement, bénéficieront par jour et par famille de 2 tickets de transport, sauf erreur de ma part. Mais on vous donnera, ma collaboratrice qui est là prendra vos coordonnées mail à l'issue de la réunion, et on vous donnera la réponse très précise sur cette affaire des transports RTM au jour d'aujourd'hui, puisque ça a évolué encore la semaine dernière. Voilà. Alors, avant de donner la parole, il y avait des questions là qui sont restées en suspens sur l'accès
à l'école, mais pas qu'à l'école, hein, aussi aux bibliothèques, aux piscines, pour assurer une éducation la plus large possible. On a parlé aussi du cours aux ANAM, voilà, je le cite, parce qu'on a déjà consacré des articles, mais on vous demande votre point de vue sur le cours aux ANAM. On s'interroge aussi sur la cantine et sur le rythme de cantine. Il y a une maman qui témoigne et qui dit que 306 élèves mangent à la cantine pour 72 places assises dans l'école de ses enfants. Et faites le calcul du temps pour les élèves pour manger, et ils se retrouvent à 13h45 épuisés. C'est une question générale qui se pose dans beaucoup d'écoles, hein, ce temps de cantine qui est partagé avec des salles qui sont trop petites. Alors, je n'ai pas le temps de poser toutes les questions qui m'ont été données, parce que je vais déjà passer le micro à monsieur. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Voilà, je m'appelle Didier, donc je suis en retraite de l'éducation nationale. Donc j'étais directeur d'école dans une école de Marseille. Et je suis actuellement DDEN, délégué départemental de l'éducation nationale. Ce sont des personnes en fait qui vont dans les conseils d'école, pour ceux qui ne savent pas, et qui ont un regard un petit peu neutre concernant les problématiques de l'école. Et je voudrais parler non pas en tant qu'ancien directeur d'école. J'ai vécu dans une école à Marseille il y a en 1999 dans une situation terrible au niveau des locaux scolaires. Je pense que le discours que nous avons là aujourd'hui, cette communication est très importante, parce que mon idée à moi, c'est de dire que l'école, c'est tout le monde. Les partis politiques devraient tous se réunir, tous autant que vous êtes, sans querelle, et ça c'est idéal, c'est peut-être utopique, mais je crois qu'il faut faire un gros projet, un plan Marshall pour les écoles de Marseille. Et il me semble que nous sommes mal partis ce soir pour que, il me semble simplement, pour que toutes les personnes qui sont là, responsables politiques, mais aussi les citoyens, puissent sortir quelque chose de très concret. D'abord pour les locaux scolaires. Évidemment, il y a un travail. En tant que DDEN, j'ai visité dernièrement au mois d'avril, puisque une trentaine d'écoles et des DDEN de toute la France en ont visité 250, 270. Il n'y a pas de rapport qui a été publié, parce que la ville de Marseille n'a pas souhaité publier ce rapport, et le rapport n'est pas encore publié par les DDEN, mais la ville de Marseille, le recteur, monsieur le recteur et monsieur l'inspecteur d'académie ne souhaitent pas que ce rapport puisse sortir donc, avant les élections municipales. Merci. Mais je pense que tout le monde est d'accord. Donc je voudrais poser deux questions. J'aimerais que l'on parle, parce que des gymnases. J'ai visité un gymnase dans l'école de La Rove, Saint-Louis, qui était vraiment insalubre, ainsi que l'école. Donc ça, c'est important pour le sport. Et d'autre part, est-ce qu'il y a, et existe encore une école où il y a de l'arsenic près de la Pointe Rouge? Alors ça va, on va passer. Allez, Benoît, tu préfères qu'on prenne une autre question? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, voilà. et je ne voudrais pas frustrer les gens qui attendent. Faites court, parce que sinon là, on n'aura pas de réponse. Donc c'est un peu voilà. Oui, je suis Pierre-Marie Ganosi, je suis secrétaire départemental de la FSU, syndicaliste enseignant, et je suis un des animateurs du collectif contre les partenariats publics-privés dans la rénovation des écoles de Marseille. Donc nous avons agi depuis pas mal de mois, ça fait 2 ans maintenant qu'on agit, et moi ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à mon expérience syndicale, il y a quand même une petite anecdote, et je vais commencer par là, qui prouve le manque d'ambition, je fais court, qui montre le manque d'ambition de la municipalité depuis plusieurs années. Aujourd'hui, l'État, à Marseille, finance 2 professeurs des écoles pour être maîtres nageurs. Il y a 2 professeurs des écoles, parle de la DSDEN 13, qui dit, ben voilà, ces 2 professeurs des écoles vont être des maîtres nageurs. Pourquoi? Alors moi j'ai posé la question au DAZEN, il m'a dit parce qu'en fait il n'y a pas suffisamment de maîtres nageurs qui sont agents municipaux, et donc l'État pallie le manque de maîtres nageurs. Et ça, c'est pareil dans tous les sujets. Et donc moi, ce que je voudrais poser comme question ce soir, c'est quels sont les engagements en termes d'ambition pour les écoles. Il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. On a bien vu que par rapport à d'autres villes, ça n'allait pas. Quelle est l'ambition? Quelle est également l'ambition sur la transparence? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les vrais chiffres. Tout à l'heure, M. Morin, vous citiez les différences entre école privée et école publique. C'est faux. Je ne sais pas s'il y a le journaliste de la Provence qui sont là aujourd'hui, mais c'est le journaliste de la Provence qui a interrogé votre collègue Mme Casanova. Elle était incapable de citer les vrais chiffres parce qu'en fait, elle mélangeait dans les chiffres budgétaires des chènes IFI et des carottes. Totalement
impossible. Ce sont des sujets Troisième. dont on a déjà parlé. On va peut-être parler. Oui, mais troisième engagement S'il vous plaît, on va peut-être parler, parce que j'entends que ça revient beaucoup, des moyens parascolaires, c'est-à-dire piscine, bibliothèque, gymnase, j'ai entendu là. Peut-être que c'est ça la question, c'est est-ce que aussi autour de l'école, qu'est-ce qu'on fait pour apporter... Je suis désolé, parce que si on... Mais quels sont les engagements? Parce qu'après, on peut parler, mais tout quels à sont l'heure, les on engagements essaye d'avoir des concrets engagements. Des fois, on ne les obtient pas toujours. Peut-être que c'est moi et Jean-François qui nous démerdons pas très bien, mais on essaye d'en avoir. Donc, sur cette question des moyens parascolaires, gymnase, bibliothèque, etc., comment on fait pour garantir un accès au sport, à la culture pour tous? Et puis, question complémentaire, c'est comment on transporte les enfants pour y accéder. Quels moyens on met? Est-ce qu'il y a un accord qu'on peut faire avec la RTM? Est-ce qu'il y a des choses qui sont à imaginer dans ce domaine-là? Madame Juste. Moi, je veux juste rebondir sur l'étude dont a parlé ce monsieur. En tant que simple citoyenne, puisque je ne suis pas élue, donc je ne suis pas responsable de quoi que ce soit, j'ai eu cette étude entre les mains. Et pour une fois, la liberté de la parole, puisque les chefs d'établissement avaient l'autorisation du ministre de s'exprimer, effectivement, c'est assez édifiant. Je pense que ce n'est pas la peine d'avoir un autre audit. Cette étude parle pour elle-même de tout ce qui existe au niveau des écoles. Alors, on sera très heureux de la publier si vous nous la donnez, voilà. Il n'y a pas de problème. Il y avait une question également sur de l'arsenic, etc. Il se trouve que c'est juste le quartier où je vis. Et effectivement, il y a, dans ce que nous disons, vous parlez, il y a beaucoup de questions, mais moi, une question qui me tient à cœur, excuse-moi, mais c'est la pollution de l'air et des sols dans nos écoles. On aura l'occasion d'y revenir dans d'autres débats. On essaye d'avoir une réponse sur cette question des moyens parascolaires et de la façon dont les enfants, dans les écoles, peuvent faire du sport, aller à la piscine, aller dans des bibliothèques. C'est ce que j'ai dit, c'est pour nous les écoles, c'est tout ce qu'il y a autour de l'enfant, c'est-à-dire c'est pouvoir sortir de l'école et dans un square, pouvoir aller dans un gymnase. Il y a un manque crucial d'équipements sportifs, c'est un secret pour personne. Comment jusqu'à présent, moi il n'y a qu'une seule solution, c'est en mars 2020, il faut reprendre un budget, et il n'y a pas 36 solutions, c'est comment. Sur le savoir nager, je crois que c'est en 6e, je parle sous le contrôle d'un certain nombre, mais on doit savoir nager en 6e, je crois. Une ville en bord de mer où il y a le moins d'enfants qui savent nager, ça c'est un cliché que tout le monde connaît. Quels engagements vous prenez pour que ça soit possible? Comment on fait? Simplement de faire respecter. Normalement, tous les enfants qui sont en CP doivent pouvoir aller dans des piscines pour apprendre à nager, ce qui est pas le cas. Voilà, ça devrait être juste, on doit juste respecter ce qui est normalement le cas pour tous les enfants, pour tous les petits Marseillais. Et c'est pas possible parce qu'il y a un manque crucial de piscines et d'emplacements. Après, comment On vous demande des engagements, alors. Des engagements. Le seul engagement possible, c'est de reprendre un budget et de remettre l'argent où il faut pour les écoles. C'est un engagement... je veux dire quoi, parler de chiffres, non, il va falloir d'abord faire un énorme audit de où on en est de notre budget de la ville pour voir ce qu'on peut faire et pas faire. Parce que c'est facile de promettre des choses, mais c'est pas compliqué. Il y a tellement de gaspillage et d'incurie dans la ville qu'on doit arriver très certainement à remettre les priorités, la place de l'enfant dans la ville. Excusez, Madame Danjo est en retard. Voilà. Vous êtes arrivée, Madame Danjo, sur ces questions-là avec la majorité précédente, majorité socialiste. Vous avez laissé un livre noir des gymnases du 13e, 14e. Ça avait animé la campagne des municipales de 2014. Comment vous répondez à cette interpellation collective sur comment on assure je ne vais pas me répéter, des gymnases, des bibliothèques, etc., accessibles pour tous les enfants des écoles de Marseille? Alors effectivement, ce livre noir avait été publié, mais je pense que les anciens élus de la mairie des 13e et 14e arrondissements auraient dû aussi publier le livre noir des établissements qui leur étaient confiés. Non, je ne suis pas une menteuse. Donc je vous invite à venir faire le tour avec nous et de voir tous les travaux que nous avons réalisés. Les équipements sportifs, scolaires notamment, ont été laissés malheureusement aussi à l'abandon et donc on essaye petit à petit de les remettre en état avec le budget que vous connaissez des mairies de secteur, un petit peu trop bas par rapport à tout ce qu'il reste à faire. 4,3 millions, c'est ça à peu près le non, budget 2,7 millions de budget de fonctionnement et 300 000 euros de budget d'investissement. 2 euros par habitant. Donc voilà, la mairie de secteur, depuis 5 ans, remet en état donc, ses propres équipements. Nous gérons des gymnases scolaires. La difficulté sur ces gymnases scolaires, c'est ce que j'essaye de faire entendre à la ville et je pense que je ne suis pas la seule à rencontrer ces difficultés, c'est qu'ils appartiennent à la mairie centrale pendant le temps scolaire et qu'ils appartiennent aux mairies de secteur hors temps scolaire. Donc il y a des cahiers des charges qui
serait utile de nous transmettre pour savoir à qui incombe quoi. Ça serait beaucoup plus simple pour fonctionner. Je pense aussi que les mairies de secteur doivent proposer, c'est ce qu'on fait nous dans le 13e et dans le 14e arrondissement, des projets éducatifs aux écoles. Alors on manque de piscines à Marseille, c'est vrai. Pour construire une piscine, il faut aussi des moyens. Alors on en a besoin, mais la priorité c'est les écoles. Je ne dis pas que le sport n'est pas prioritaire, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais occupons-nous d'abord des établissements scolaires de nos enfants, et après, si le budget nous le permet, occupons-nous de leur créer des complexes sportifs de qualité. Si on rencontre ce problème aujourd'hui, de manque de place dans nos écoles, de manque de place dans nos cantines, parce que je l'ai entendu tout à l'heure, si on rencontre le problème de plus de bibliothèques, de plus de dortoirs, c'est parce que à Marseille, on a prioriser la construction de logements au lieu de prioriser la construction d'équipements publics, à savoir donc les écoles, les plateaux sportifs, les gymnases, les piscines. Peut-être que vous, dans votre secteur, vous arrivez à faire annuler des permis de construire. Moi, je rencontre beaucoup de difficultés dans les 13e et 14e arrondissements. Et pourtant, je pense qu'on a atteint un niveau de logement suffisant. On est bien saturé au niveau des constructions de logements. Donc, je pense qu'il faudrait que la ville de Marseille se pose les bonnes questions. Et concernant les projets éducatifs scolaires, quand on n'a pas la possibilité de pouvoir avoir le soutien de la municipalité en place aujourd'hui, les mairies de secteur peuvent aussi mettre en place des projets éducatifs en partenariat avec l'éducation nationale. C'est ce que nous faisons depuis 5 ans. On a bloqué un budget pour nos petits et la mairie de secteur soutient des projets culturels, des projets sportifs, des projets artistiques avec l'ensemble des écoles des 13e et 14e arrondissements. Madame Racombouzon, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais donc sur cette histoire, pardon. Très rapidement, par contre, pour qu'on relaisse la parole à la salle. D'accord, donc j'ai 2 propositions très concrètes à faire. La première proposition qui consiste juste à minima à respecter, à permettre aux enseignants de respecter le programme et ce qui est attendu par l'éducation nationale en matière d'apprentissage des enfants. Alors on a évoqué la natation, donc oui, évidemment, il faut construire des piscines. Et le deuxième exemple que je vais prendre, c'est le PEAC, le parcours éducatif, artistique, culturel, avec un objectif fixé par l'éducation nationale de 100% de projets artistiques pour tous les enfants d'ici 2022. Donc l'État travaille à un maillage des acteurs culturels dans la ville qui eux-mêmes développent des propositions pour les scolaires, les enseignants les sollicitent, etc. Et en fait, tout le monde se retrouve empêché au dernier moment pour une question de mobilité. Aujourd'hui, à Marseille, quand on veut se déplacer pour amener les enfants au théâtre du Gymnase ou au théâtre du Merlan pour construire un projet avec l'acteur culturel, il faut payer les tickets de métro ou de bus. Sachant que la caisse des écoles a diminué de quasiment 30% en quelques années, ce n'est plus sponsorisé par la ville, donc c'est une réelle difficulté que rencontrent les enseignants pour financer ça. Donc première mesure très concrète, c'est qu'il n'y a pour moi aucune autre possibilité que de rendre gratuite tout le transport des enseignants et des enfants de toutes les classes. Les enfants doivent pouvoir se déplacer gratuitement avec leurs enseignants partout dans Marseille. Ça, c'est vraiment très concret et très important. Deuxième mesure, qui rejoint sur l'équipement et les infrastructures. De la même manière que suite aux événements tragiques de la rue d'Aubagne en novembre dernier, l'État a construit une relation de partenariat et d'accompagnement de la ville et avec la métropole sur le logement. Je pense qu'il faut lancer un contrat partenarial d'aménagement scolaire. Donc, qui comprendra évidemment la rénovation des écoles, mais aussi les infrastructures, les équipements sportifs, pour englober l'intégralité de cette dimension scolaire et pédagogique. Donc, mettre les acteurs autour de la table, l'État, la ville, la métropole. Merci bien. Il y avait une demande d'engagement, il y a des engagements, on les entend. On va faire, alors je le dis tout de suite, un dernier tour. C'est Benoît qui s'y colle et ensuite on donne la parole à ceux qui ont un peu perdu de leur avance. Je tiens le micro pour éviter que... Voilà, et donc allez, c'est bien, c'est bien. Alors allez-y, vous avez promis de faire court, attention. Alors c'est Arnaud du collectif Marseille contre les PPP. Tout le monde parle de budget. Je veux juste rappeler que le marché de partenariat pour les écoles, la ville était prête à emprunter 352 millions d'euros. Donc voilà, donc je pense que le budget on l'a, ça pose pas de souci. Voilà, vous avez... Je voulais juste parler des DDEN. Tout à l'heure, on a la chance d'avoir un DDEN dans la salle. Il faut savoir que pour Marseille, il y a à peu près entre 10 et 20 DDEN. Donc j'interpelle Cathy. Déléguée départementale de l'éducation nationale. Alors ce sont des personnes importantes parce qu'elles siègent ce sont des membres à part entière du conseil d'école. Et si je vous liste les fonctions, elles doivent inspecter les locaux. Vous n'avez pas listé les questions, vous allez poser une question. Pas possible. Voilà.
Donc j'interpelle Madame la députée pour qu'en fait elle fasse le nécessaire pour qu'à Marseille on ait enfin des DDEN à la hauteur du patrimoine et que ça puisse être vertueux pour la suite, quoi. C'est tout. Ce sont des personnes de la société civile, ça ne coûte rien à la ville et ce n'est pas normal qu'on ait aussi peu de DDEN à la ville de Marseille. Alors, on avait une question sur le taux d'encadrement. Vous allez faire très très court. Je vais tenir le micro. Non, mais je vais le tenir. Donc, je suis parent d'élèves MPE 13. Je fais partie aussi du collectif des écoles de Marseille. Et je suis engagée politiquement, tout simplement parce que je suis parent d'élèves et citoyenne et habitante de la ville. Donc, effectivement, je suis engagée politiquement, Monsieur Morène. Voilà. Donc voilà, ceci étant, je voulais vous parler du taux d'encadrement du temps de cantine, qui est un problème qui, je pense, touche toutes les écoles et qui rejoint les questions de maltraitance qu'a évoqué Nicolas pour les enfants qui ne sont pas en sécurité, faute de personnel. Et donc, comment est-ce qu'on peut légiférer sur ce taux d'encadrement? Alors, je sais que Madame Racon-Bouzan a tenté de faire passer un amendement concernant le taux d'encadrement du temps de cantine, mais Madame la rapporteure... On a entendu la question. Voilà, a invoqué des... On a entendu la question et voilà, a invoqué un taux d'encadrement qui concernait le périscolaire et non pas le temps de cantine. Madame Racon-Bouzan a retiré son amendement avant le vote à l'Assemblée nationale. Donc, je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème du taux d'encadrement du temps de cantine. Voilà, merci. Est-ce que... Alors, une dernière. Alors, une cantine très très rapidement. Je tiens le micro. Allez, non, le micro est tenu, attention. Alors, je voulais dire, je reviens juste 2 secondes sur l'école qui est au 119 rue d'Aubagne. Je voulais dire à Monsieur Morène qu'il y avait quand même eu 2 rapports d'expertise dès le 20 novembre 2018 et que les 2 rapports d'expertise disaient que tout allait bien. Donc bon, ça c'était une remarque. Pas sur le toit. Voilà, mais bon, bref. Ensuite, j'avais une question sur la cantine. Est-ce que dans le contrat passé entre la Sodexo et la mairie, est-ce qu'il y a un dédommagement de prévu en cas de grève? Puisque j'étais quand même étonnée il y a 2 ans, quand il y a eu 3 mois de grève de cantine, qu'on n'entende pas la Sodexo, qui est quand même une entreprise cotée en bourse. Et je me suis demandé s'il y avait un dédommagement de prévu, parce qu'en fait, on se retrouverait à payer non seulement le repas de nos enfants quand ils viennent à la maison en jour de grève, plus du coup un dédommagement à la Sodexo. Donc j'aimerais bien avoir accès à cette information à travers vous. Merci. Très bien. Il y a une dernière ou pas? Monsieur, vous aviez une intervention. Non, je vais tenir le micro, je vous le promets. Ok. Alors, encore une dernière question et puis c'est tout. C'est ça. Et après, on a été... Oui, moi je voulais poser des questions sur le périscolaire et notamment sur les centres de loisirs. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique. Alors, comment on peut construire des écoles dans lesquelles on intègre l'idée qu'il y a des centres de loisirs qui vont venir les utiliser, y compris utiliser les cantines, parce qu'on n'a pas le droit de faire à manger dans les cantines des écoles quand on accueille un centre de loisirs dans les écoles. Et juste un petit détail, moi je travaille dans le 2e arrondissement, il y a des places pour 5% des enfants scolarisés en centre de loisirs, alors qu'en moyenne nationale, il y a plus de 20% des enfants scolarisés qui fréquentent un centre de loisirs. On en a 4 fois moins à Marseille qu'en moyenne nationale. Alors voilà, j'ai frustré plein de monde, je sais bien. On ne va pas répondre à tout, mais ça va nourrir vos programmes pour les mois qui s'écoulent et je laisse les animateurs essayer de vous faire répondre. Merci du cadeau. Alors... Rapidement, il y a eu beaucoup de questions sur les cantines et la façon dont elles sont encadrées et puis gérées. On a entendu sur cette partie du dédommagement éventuel en cas de grève. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'il y aura une échéance de la délégation de service public des cantines durant le mandat qui s'ouvre. Est-ce que vous pouvez nous dire, 1, ce que vous allez faire pour les cantines, 2, comment on fait pour que les enfants ne soient pas, pour certains, livrés à eux-mêmes quand il s'agit de manger, notamment les plus petits, parce que l'encadrement est léger, qu'on ne soit pas obligé de manger en 10 minutes, comme on nous l'a dit tout à l'heure. Jean-Marc Coppola. Effectivement, le moment de la restauration, ça doit être un moment serein, et il ne l'est pas pour toutes les raisons, et je ne veux pas développer toutes les raisons qui ont été développées. Moi, je propose qu'il y ait un retour en régie publique, ce qui permettra aussi de développer un apprentissage, justement, une éducation du goût, une éducation du palais, et donc revenir à une gestion qui permettra aussi de développer les circuits courts, le bio, etc., etc. Donc je vais très vite. Mais après,
lorsque tout à l'heure je faisais la proposition d'un plan pluriannuel d'investissement, je ne parle pas simplement du bâti, je mets l'enfant au centre et je pense justement tout ce qui contribue justement à l'éducation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser une rénovation, une reconstruction, voire une construction d'établissements scolaires sans penser justement l'environnement et déjà les installations sportives. C'est-à-dire celles qui existent, les moderniser, les rendre sûres. Là où ça n'existe pas, en construire, mais intelligemment en mutualisant. Avec les collèges, avec les lycées, avec les clubs sportifs, avec les associations sportives. C'est ce que nous avons fait, par exemple, à la région. Il n'y a plus eu un seul lycée sans penser installation sportive et bien entendu, y mettre du personnel. Les maîtres nageurs sauveteurs, il faut en former et en embaucher. Quand on pense aujourd'hui, l'apprentissage de natation, c'est uniquement pour les CE1 et encore une partie de l'année, alors que ça devrait être toute l'année et que ça devrait être justement généralisé au CP. Bon, ça donne un petit peu le champ de tout ce qu'il faut faire. Puis après, les bibliothèques, mais quand vous voyez justement la catastrophe des réseaux bibliothèques à Marseille, je ne veux pas prendre de comparaison avec Lyon et Toulouse, etc., il faut déjà qu'elles existent, il faut déjà faire des moratoires sur les fermetures, il faut mettre des moyens. Donc c'est tout cela pour que tout cela contribue justement à un bon apprentissage des élèves. Mais voilà, il faut de la volonté politique et ensuite les moyens, je peux vous dire qu'ils viendront. Madame Juste, on parle souvent d'un taux d'encadrement de celui des centres de loisirs justement pour le temps cantine. Est-ce que c'était, j'imagine, l'amendement, est-ce que comment arriver ça, comment régler ce problème? C'est un problème, moi-même, j'ai été confrontée. Et deuxième question, c'est la Sodexo, le contrat dure jusqu'en 2025. Qu'est-ce qu'on fait derrière en sachant que les écoles ne sont plus tellement adaptées, il n'y a plus vraiment de restaurants scolaires et tout ça? Effectivement, les cuisines centrales ont disparu, mais je pense que c'est tout à fait possible de revenir à une régie, ou même, comme ça a été expérimenté dans Paris, on fait appel à des restaurateurs bio locaux, à des initiatives locales, pour fournir avec des plannings les écoles dans un certain secteur. Ça permet de favoriser les circuits courts, comme le disait Jean-Marc, de créer de l'emploi, de le relocaliser l'emploi, parce que les plateaux repas de nos enfants qui arrivent de Lyon, finalement, est-ce que c'est bien raisonnable en 2019? Moi-même, j'ai été confrontée à ce dilemme, et c'est vrai que pour pallier à cet état de fait, parce qu'il y a une violence pour des enfants de manger en si peu de temps, avec un personnel stressé. Moi-même, j'ai retiré mon enfant de la cantine. Bon, finalement, je soulage la ville, mais bon, donc on fait ce qu'on appelle la cantine à domicile. Beaucoup de copains font ça, mais est-ce que c'est normal finalement de devoir faire la cantine à domicile entre nous, une espèce de blabla cantine? C'est quand même, c'est pas normal. Donc, je pense que 2025, ça sera une très bonne date pour revenir à une cantine bio, mais pas la pomme, un morceau de pain pour dire qu'on fait 50% de bio. Une vraie cantine bio et relocaliser les emplois au lieu de faire passer des kilomètres à tous les plateaux repas de nos enfants. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Morène, la conclusion pour la défense? Sur les différents sujets, la cantine, je voudrais simplement rappeler que la DSP des cantines, elle date d'avant l'arrivée de Jean-Claude Gaudin. Elle est de 1993. Monsieur Gaudin avait elle a été prolongée, mais pour comme ça, on a bien tout le monde à l'ensemble. La dernière prolongation date de l'an dernier. Non, mais je n'ai contredit rien de ce que vous avez dit, mais si vous me permettez de donner une précision supplémentaire, je le fais. Donc elle date de 1993, avant l'arrivée de Jean-Claude Gaudin. Elle a été effectivement reconduite. Faut-il changer en 2025? La prochaine municipalité aura à préparer les choses. Moi, mon idée de l'observation du terrain, c'est qu'il faudrait, ça avait été fait, mais ça n'a pas donné de résultats malheureusement dans l'appel d'offres, mais ça c'est les règles des appels d'offres, il faudrait en tout cas multiplier les lots pour qu'il y ait plus d'émulation, de stimulation entre les sociétés candidates. Là, il n'y a que 2 grosses sociétés qui se sont battues et les prix ont fait ce résultat-là. Une précision quand même, et oui, c'est peut-être pas suffisant, mais il est prévu dans le contrat 50% de bio et de circuit court. Et enfin, je voudrais rassurer M. Coppola. Tout le monde sait que c'est un grand génie, il a fait les lycées magnifiques qu'il fallait. Et il oublie d'ailleurs de rappeler que Jean-Claude Gaudin avait fait 35 avant lui et qu'il n'y en a guère eu pendant la période où il a été aux affaires à la région. Mais toutes les nouvelles écoles de la ville, celles qui sont nouvellement construites, comportent une salle pour les professeurs,
une salle pour le sport et une salle de bibliothèque. Non, mais comme on dit, comme on fait, toutes les nouvelles écoles, bien entendu, et ce sont des bâtiments à énergie positive. Dernier sujet sur le taux d'encadrement. C'est vrai qu'il est regrettable que la loi, mais ça c'est pas la faute de ce gouvernement-là, hein, c'était comme ça avant, que la loi ne prévoit pas un taux d'encadrement minimum, au moins peut-être pour les maternelles, où on sait que le rôle des ATSEM est plus important que celui des ATSEM en école primaire. D'accord. Non mais vous, rien n'empêche, mais vous n'avez jamais rien fait. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. On va s'arrêter. C'est parce que la loi que vous ne le faites pas. C'est parce que la loi ne le prévoit pas que vous vous dites tiens, il faudrait que la loi... Non, j'ai développé tout à l'heure sur l'encadrement les chiffres qui sont ceux de Marseille, je les ai expliqués. Voilà. Là, je rajoutais simplement qu'il n'y avait pas de quota légal et que donc la ville, bien entendu, respecte la loi. Voilà. Donc peut-être que demain, à la fois soit par la loi, soit par volonté de la ville, on pourra avoir un meilleur encadrement du temps cantine. On va s'arrêter là, s'il vous plaît, parce que on a déjà explosé le temps quand c'était imparti. Je vois qu'il y en a qui hochent la tête devant. Alors, vous dire quelques mots en conclusion. Déjà, vous remercier tous, y compris Séverine Gilles que je vois là-bas, remercier nos invités, vous dire, en vous demandant encore 3 secondes d'intérêt, qu'il y a toujours un chapeau pour le Théâtre de l'Œuvre pour essayer de faire vivre ce lieu. N'hésitez pas à y participer. Pour vous dire que la presse indépendante vide ses abonnements, que vous pouvez vous abonner au Ravi dans l'entrée, que vous avez eu un petit flyer pour avoir un mois gratuit à Marsactu. Profitez-en, lisez-nous et vous lirez aussi par la même occasion les positions des uns et des autres dans les mois qui viennent. Enfin, vous dire qu'il y a un replay vidéo si vous voulez l'envoyer à vos copains, si vous voulez revoir une séquence qui vous a paru un peu compliquée, et ben vous pourrez le faire. Ça sera samedi, ça sera en accès libre sur Marsactu et sur leravi.org, et que notre prochain rendez-vous aura lieu le 24 octobre pour un nouveau débat dans la perspective des municipales. Ce sera Marseille 2020, on étouffe, on parlera environnement, transport, voilà. Eh bien, on y viendra. Voilà. Et je vous remercie à nouveau d'avoir participé. Merci beaucoup à toutes et tous. Bonne soirée à tous. Merci.